On raconte qu'un beau matin, le roi Midas, reconnu pour sa richesse, fut attiré dans ses jardins par un bruit ignoble. Là-bas, empêtré dans ses rosiers, il découvrit le corps tordu d'un vieil homme sauvage, ronflant à gorge déployée, ivre-mort des suites de quelques festivités ou simples beuveries de la veille. Midas eut au fait de reconnaître sous les traits du vieillard hirsute le vieux Silène, tuteur de Dionysos et l'un des êtres les plus sages et les plus intelligents de la Grèce antique. Il ordonna à ses gardes de mettre la créature aux chaînes et de l'enfermer dans son cachot. Pendant 5 jours et 5 nuits, Midas tenta de soutirer à Silène toutes ses connaissances et tout son savoir, une tâche à laquelle ce dernier coopérait avec enthousiasme, pour autant qu'on lui fournisse boissons et victuailles. Au matin du 6e jour, siégeant au milieu des vignes du palais, Midas aperçut nul autre que Dionysos en personne, dieu du vin et de la fête, venu retrouver son compagnon. Lorsque Midas relâcha son captif, Dionysos lui offrit un souhait en échange, auquel Midas répondit qu'il voulait que tout ce qu'il toucha se transforme aussitôt en or. La suite de l'histoire aura appris au roi à ses dépens que l'on ne traite pas si légèrement avec les dieux, ni avec les satyres. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle saison des Monstres dans le placard. Simon, comment ça va? Et bon 2023, c'est pas, 2003. j'avais 20 ans de moins soudainement. Bon 2023 à tout le monde, re-bienvenue sur nos ondes qui sont maintenant des ondes beaucoup plus acoustiques que vidéo. Puisque nous faisons la transition cette année sur Balado Québec et Spotify. Et donc, c'est pas pour que vous ne voyez pas nos bêtes, c'est surtout pour que vous soyez capable de nous écouter dans votre voiture sans brûler toutes vos données. Tout à fait. On a eu beaucoup de demandes. C'est quand vous allez être en audio, c'est quand vous allez être sur Spotify. Puis on s'est fait suggérer Balado Québec. Voilà. Alors, on reste quand même sur YouTube, mais Oui. d'un point de vue un petit peu plus simple. Puis je pense que ça va être plus facile aussi au niveau du montage du contenu. Oui, Euh, ça va aider certaines personnes qui font du montage, effectivement, pour ne pas les nommer. voilà. Exact. Donc, Alors, Simon qui fait le montage. ouais. Moi, je vais te nommer. Moi, je vais te nommer. Euh, Voilà. Hey, aujourd'hui, on parle d'un sujet. Donc, on a skippé le mois de janvier. Hein. oui, Fait ça qu'on fait se la remette. restructuration. Oui, le temps de remettre tout ça sur pied et Et le de. temps d'aller à Puerto Vallarta pour certaines personnes, qu'on ne nommera pas. Ah, ben, écoute, c'est la première fois que je voyage en 5 ans, mais ça n'a pas, c'est pas ça qui a impacté cette décision, je tiens à le dire. Non, c'est On aurait pu enregistrer en début janvier. Mais on avait besoin d'un petit mois pour se restructurer et aller de l'avant avec cette nouvelle formule. Puis, on se retrouve en février, qui est le mois de l'amour, Madame. le mois de la fertilité, le mois des Lupercales, ce qui nous mène à parler du satire. Et oui, le satire. Alors, je dois avouer, moi, quand j'avais pensé au mois de février, c'est pas la première chose qui m'est venue en tête, le satire. Mais plus j'apprends à découvrir ce personnage, plus je dois me rendre compte, oui, c'est vrai, c'est le mononcle cochon qu'on a tous dans la famille, puis à qui on est obligé de donner des becs, même si ça nous tente pas. Oh my God, c'est Hmm. tellement pas. Oui, c'est quand même le roi du malaise jusqu'à un certain point. On va pouvoir en reparler. Oui. Mais pour toi, le satire, qu'est-ce que ça représentait, mettons, quand tu étais plus jeune, ou ton premier contact avec ce monstre-là, ça vient d'où? Bon, OK. Moi, le satire, c'est pas un monstre avec lequel j'avais vraiment un contact. Je savais qu'il était dans le décor. J'avais déjà vu les petits personnages, par exemple, dans le dessin animé de Disney avec les pattes de chèvre. Je savais que ça existait. J'avais pas fait le lien avec la vraie créature, le vrai monstre mythologique grec. Je me rends compte qu'il y a plusieurs personnes dans ma vie que j'ai côtoyées à qui je pourrais littéralement attribuer le titre de satire. Et, Ah! euh, et je ne sais pas à quel point, je sais pas si ces personnes-là le prendraient bien. Je sais que certaines personnes le prendraient bien. Mais pour moi, le satire, c'est plus un monstre que j'ai rencontré dans des personnes que dans ma tête.
Et donc, c'est vraiment un monstre qui est, pour moi, vraiment associé à un certain type de personne. Oui, parce que c'est quand même un symbole lubrique, effectivement. C'est le fun comme descriptif, je trouve ça très intéressant. Moi, c'est très naïf. Quand j'étais plus jeune, j'étais une grande fan des films de Disney et du film Hercule, qui Oui, a absolument rien à voir avec la vraie histoire d'Hercule. Si jamais vous lisez sur la vraie histoire d'Hercule, vous allez vous rendre compte que ça n'a rien à voir avec une histoire pour enfants. Et il y avait ce petit satire Phil qui me faisait beaucoup rire, qui était doublé par Danny DeVito. oui. D'ailleurs, quel excellent casting. Oui! Et la musique était très entraînante. Alors, c'est le premier satire que j'ai rencontré. Et je ne savais pas tout le côté lubrique des satires. J'ai découvert ça plus tard parce que moi, j'ai plus lu sur les faunes. Puis j'ai appris à un moment donné que ça s'entrecroisait en termes d'apparence, mais que c'est relativement différent niveau but dans la vie. Fait que c'est pour ça que moi, j'avais pas pensé au côté mon oncle cochon. Ça, c'est plus récent. Plus récent. Pardon. On dit ça, mais vous allez voir, c'est vraiment, vraiment la meilleure comparaison qu'on peut faire. C'est Oui, le mononcle grivois. on a d'ailleurs, en faisant nos recherches, moi et Sabrina, on a tous les deux écrit ça dans nos recherches Oui, sans le c'est ça, savoir, ça. sans se consulter. Oui, c'est très drôle. Genre le mononcle cochon, carrément, c'est très drôle. Alors, on peut peut-être débuter, si tu es d'accord, avec un peu d'étymologie. Oui, commençons avec les origines. On va essayer de démêler satire et faune. Alors, à la maison, pour ceux qui mélangent les deux, c'est normal. À un moment donné, ça s'entrecroise beaucoup. Mais au départ, c'était deux créatures complètement différentes. Oui, qu'est-ce que c'est la différence? Donc, le satire avait une apparence, en fait, plus près du bouc, donc les cornes un peu plus proéminentes, si je peux dire. Mhm, Le satire, en fait, en grec ancien, ça vient de satyros et du latin satyrus. Puis on parle vraiment d'un homme obsédé et lubrique qui aurait une apparence mi-bouc, mi-homme. mhm. Et donc on est vraiment là-dedans pour ce qui est du satire. Et on est vraiment dans les. C'est ça, donc cochon, on est dans une créature qui ne se contrôle pas, qui ne contrôle pas ses instincts sexuels, qui est très lubrique et qui est représenté généralement avec un membre bien érigé. Oui, une Puis, érection constante. oui, et fun fact, parce que à l'époque, dans la Grèce antique, si vous regardez les statues grecques nues Mhm. d'hommes représentés, ils faisaient toujours un membre modéré. Oh, ben, De t'es taille généreuse modérée. même, De taille modérée. Non, mais pour vrai, même petit, parce que oui. c'était un signe de quelqu'un de humble et tout. C'était plus prestigieux. Oui. Tandis que quand vous regardez les représentations satiriques, c'est vraiment l'inverse, là. On est vraiment dans la fertilité et c'est extrêmement présent. Donc, on ne peut pas passer à côté. Ça, c'est certain. Faut dire aussi que la manière dont ils étaient représentés, surtout sur les vases et les différentes œuvres picturales qui nous restent de la Grèce antique, ils sont toujours laids. Ils ont des petits nez rabougris, des Ouais. cheveux qui calent, des barbes mal faites. Tu parlais de pattes de bouc, mais quelquefois c'est du cheval aussi. Ils ont des queues de Oui. cheval des fois. Oui, il y a Euh, plusieurs représentations. Il n'y avait pas nécessairement une apparence de bouc au début. Euh, et Et ouais. ils sont vraiment faits pour avoir l'air laid et ridicule. Ils ne sont Ben, pas particulièrement charmants. ben, ils sont l'objet du ridicule parce que les satyres, c'est les suivants du cortège de Dionysos. Oui, Ils sont là pour boire du vin. Leur seul talent, c'est danser puis jouer de la musique. Le reste, ils servent à rien à part céder à leurs pulsions incontrôlables. Puis c'est vraiment ça. Souvent, les satires étaient objets de la risée de quelque chose. Donc, c'était généralement les personnages nonos, les caricatures, les dindons de la les farce. dindons de la farce, absolument. Puis le terme, donc le terme satire dans le sens parodie, une satire de quelque chose, vient Mhm, de là. c'est ça. Voilà. Et les faunes, eux autres. Ben, les faunes, en fait, là, on était dans le côté plus grec de la chose. Les faunes, on se transpose dans le côté romain. Mhm, Faune viendrait de faune, donc satyrie, même dans certaines appellations étymologiques. On parle vraiment d'esprit de la nature, donc des êtres qui sont là pour aider les voyageurs perdus et qui ont absolument rien de lubrique. Ils sont vraiment plus reliés
au bois et au côté magique de la forêt. Mhm. Hmm. Donc, on a deux choses ici. On a des divinités, des entités de la forêt Ouais, et de la nature sauvage, là, pas juste la forêt, et absolument. des entités purement sexuelles, purement lubriques et enclins au Oui. plus bas désirs Il y animaux. a deux gangs, si je peux dire. Donc, il y a la gang à Dionysos, que c'est vraiment la fête, le vin, on est toujours pompette, on fait le party, Oui, on court après les nymphes dans nos temps libres. Et il y a la gang du dieu Pan. OK. Donc, le Pan qui a déjà été mortel, qui c'est vraiment la nature, les pâturages, les bergers. On est vraiment ailleurs, là. Puis, Oui, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant en termes étymologiques aussi avec Pan. oui, Fun fact. Pan, en fait, le terme paniquer oui. ou être en panique, ça nous viendrait de Pan. Parce que Pan, lorsqu'il est fâché, quand il crie, il a repoussé des géants avec ses cris. Alors, le terme panique, ça vient de là. Et Pan serait aussi le dieu de la panique. Donc, Donc, de la de tout ce- peur, de la, de de la la... peur, ben de tout ce que en fait, de la foule en panique. Donc, quand on a des mouvements de foule puis que les gens dégénèrent, ne se contrôlent plus, Ah! il Donc, serait aussi dieu de ça, moins connu, quand même moins prestigieux, mais quand même. mais je comprends aussi le lien parce que autant le cortège de Dionysos, qui en passant, on appelle la Thiase de Dionysos. La Thiase, c'était le nom du cortège. Eux autres, c'est le party constant, mais que Pan, il y ait l'espèce de mouvement de foule équivalent qui est un mouvement de peur. Je comprends un peu plus, tu sais, je comprends un peu plus l'espèce de folie générale qui s'empare du monde. Ouais, tout à fait. Et il y a, Et il y a la flûte qui est associée à Pan aussi. Non? oui, mais la flûte, sais-tu, c'est quoi l'origine de cette flûte-là? J'espère que c'est pas Zamfir. Non, en fait, ça vient je crois que c'est, ben, je dis Pan, mais Oui, je oui, oui. c'est Pan? Oui, c'est Oui, Pan. oui, c'est OK. la flûte de Pan. Euh, la flûte, oui, c'est la flûte de Pan, mais je me demande si c'est Pan qui l'a popularisé parce qu'on j'avais lu aussi il y avait un satire qui s'appelait Martias Oui. qui aurait trouvé l'holos, donc l'espèce de flûte à deux bouts, souvent il y en a juste un, mais que Athéna aurait jeté parce qu'elle était tannée. Ça la faisait mal paraître de jouer de la flûte parce que ses joues étaient gonflées, apparemment. C'est vraiment ça. J'étais un peu OK. étonnée là, venant d'Athéna, mais bon, c'était quelqu'un d'extrêmement orgueilleux, là, selon les, euh, les textes. Et elle aurait jeté l'holos, Martial aurait tombé dessus et se serait mis à en jouer de manière extraordinaire. Et là, ben, Apollon s'est fait dire qu'il jouait mieux de la flûte que lui. Puis Ah Apollon, non, c'est ça, quand aussi tu, quand tu fais mieux quelque chose que les dieux dans la mythologie, habituellement, tu te fais ça tomber dessus. finit jamais bien. Et voilà. Apollon s'est fâché, il l'a provoqué en duel, il a gagné, il a dépecé le pauvre Martias. Donc, ça c'est. Ah, c'est l'Olos. Oui, je suis en train de parler de l'Olos, qui est l'espèce de flûte à deux bouts, mais Oui, tu viens de me dire flûte de Pan. J'étais, voyons, il oui, me semble que ça vient de Pan, la flûte de Pan. Euh, oui. donc, oui, en fait. euh, notre cher Pan était amoureux fou, donc il y a eu plusieurs nymphes qui sont passées dans sa vie et qui l'ont reviré de bord, si je peux dire. Mais il était particulièrement amoureux de Syrinx à un moment, qui était une nymphe fantastique. Il a décidé de lui avouer son amour, mais elle, en le voyant arriver, elle a pris ses jambes à son cou, elle s'est sauvée. Et ses sœurs ont décidé de la transformer en roseau pour pouvoir faire en sorte que Pan ne la retrouve jamais. Mhm. Et ça a fonctionné. Donc, Pan, à un moment donné, tend l'oreille et entend une magnifique musique qui émane d'un espèce de tas de roseaux et se dit qu'il va cueillir des roseaux de plusieurs grandeurs différentes et avec ces roseaux-là, a créé ce qu'on appelle la flûte de Pan. Donc, ce serait son ancien amour perdu qui se serait transformé en roseau, qui aurait ainsi. Oui, donc il aurait ramassé plein de roseaux pour avoir au moins sa destinée à quelque part là-dedans. Oui, puis il y a quand même beaucoup de moments romantiques. Là. Pan a eu quand même plusieurs nymphes. Là. Je pense à Echo aussi, même chose. Elle Mhm. aurait refusé ses avances, donc elle aurait décidé de l'éparpiller partout sur la terre. Donc l'écho de la voix qui revient, ce serait elle qui est partout autour. C'est quand même vraiment poétique, là, vraiment.
Ben, c'est cool parce que on a tendance à penser que les pannes, les satyres, c'est pas sont pas très gentils avec les nymphes, mais quand même, il y a quelques histoires plus romantiques qui en ressortent. Ben, ils sont Euh, très insistants, c'est surtout ça. Le consentement n'était pas très à la mode à l'époque, on va se le dire. non, puis particulièrement pas pour eux autres. Non, c'est ça. J'ai ici, ce qui est intéressant avec les satyres, c'est que il y a quelques satyres connus de la mythologie, et il y en a qui ont des noms. Tu viens d'en nommer deux. Oui. Et moi, j'en ai un autre ici qui est Silenos. Mhm. J'en parle parce que le terme Silenus a été utilisé comme synonyme de satire. Et quand on était rendu à l'Empire romain, Silenus, ça désignait vraiment un vieux pas de classe. Donc, on disait Silenus, c'est un vieux vicieux, pas de classe, pas de tact, c'est une insulte qu'on disait à quelqu'un. Mais l'origine, Silène, du grec Silenos, c'était le plus vieux et, dit-on, le plus sage et le plus saoul des satyres. Et le Euh, plus laid et il aussi. était laid. Le très laid. Il était très laid et ça n'a pas empêché d'être le père adoptif de Dionysos, du dieu Dionysos, le dieu de la vigne et le dieu du vin, et de lui transmettre son savoir vinicole, son savoir Oui, ben, œnologique. Silène était le dieu mineur de l'ivresse aussi, fait que ça fit. Mais oui, et ce qui est bien avec Silène aussi, c'est que c'était vraiment une immense, comme si vous connaissez quelqu'un dans la vie qui est enivré de façon périodique, vous avez sans doute un paquet d'anecdotes. Et Silène était une génératrice à anecdotes, parce que Silène, on dit souvent qu'il avait des pouvoirs de divination, qu'il était d'une sagesse incroyable, mais que pour en bénéficier, il devait être dans un état d'ivresse extrêmement avancé et où il s'endormait sur son âne ou littéralement transporté par son âne et il se réveillait à des endroits bizarres et il vivait des aventures où il rencontrait des gens et si les gens le traitaient bien, il se passait quelque chose de bien, si les gens le traitaient mal, il se passait autre chose. C'est d'ailleurs tout Ouais, ce qui est arrivé avec le roi Midas qui a bien oui. traité Silène Oui, et ben, ouais, ben, Dionysos, c'était vraiment, il se faisait du sang d'encre, puis quand il a réussi à récupérer son père, ben, il a fait, OK, je te dois une faveur, puis Midas a vraiment abusé, hein, donc, oui, Midas voulait que tout se transforme en or. Alors, si vous ne oui, connaissez pas la mythologie, Dionysos a conféré à Midas le toucher doré, la capacité de toucher, de transformer tout ce qui touchait en or, y compris les êtres vivants, y compris ses propres enfants. ça s'est vraiment mal terminé pour lui. C'est ça. Donc, ça Euh, n'ambitionne pas quand tu demandes une faveur à un dieu, on va se le dire. et voilà. Et donc, Silan, il était quand même il était très populaire, mais pas pour les mêmes raisons que les autres. Il faisait lui aussi partie de la Thiase, du cortège de Dionysos. Il en était le coryphée, le directeur de chœur. Et donc, après avoir été le père adoptif de Dionysos, il est juste devenu son partenaire de boisson préféré. Bon, quand même, c'est pas Quand une même. fin désagréable. Petite mention spéciale à Ampélos, donc l'amant de Dionysos, qui était aussi un satyre, qui en fait, lorsqu'il est décédé, Dionysos a transformé son corps en vigne, puis le raisin qui poussait de là aurait donné le vin, ou du moins, c'est ce qu'on dit. Euh, Ah. Fait que, ouais, c'est quand même chou. Il y a quand même, je suis surpris de la quantité de personnes et d'entités mythologiques qui se transforment en plantes ou en végétaux comestibles. Oui. Ou, c'est ça aussi qui est arrivé avec le safran. C'est encore une histoire de nymphe, le safran. Alors, dans la mythologie grecque, la légende la plus connue sur le safran, c'est l'histoire d'amour entre Crocus et la nymphe Smilax. Ah, Et devinez quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Crocus est tombé follement amoureux de la nymphe Smilax et Smilax, c'était pas tant réciproque. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle l'a transformé en plante. Mais bien sûr, parce que Crocus était particulièrement croquant pour Smilax, son ardeur s'est transformée en un rouge, un pistil rouge très fort. Et ça, ce pistil-là, c'est la partie qu'on recueille du safran. C'est la chose qui en fait le goût particulier. Et c'est aussi ce qui fait que c'est l'épice la plus chère au monde.
Et Oh. donc, c'est ça. Donc, le monde qui se font transformer en plantes ou qui se font transformer en quelque chose de comestible. Et c'est C'est souvent toujours associé au ça. désir. C'est quelqu'un qui se sauve de quelqu'un qui a du désir ou quelqu'un qui a du désir qui se fait dire calme tes ardeurs. Tu sais, c'est un ou C'est l'autre. ça. Quand Il même y a beaucoup drôle. de ça. La Oui. relation entre le désir et la bouffe. Qu'est-ce qui Mhm. se passe là? Au niveau de la première apparition du satire, Ouh. ça aurait été dans le catalogue des femmes, donc un poème d'Hésiate, où ce qui parlait du satire, et c'est là qu'on aurait appris un peu plus sur leur apparence. Ben, en fait, je pense qu'il ne parlait pas exactement de l'apparence au départ, mais c'est là où ce qui en faisait mention pour la première fois. Ouais, Hmm. ben bref, les satires et les faunes, c'est quand ça s'est entrecoupé, ça, tu sais? C'est pendant l'Empire romain. Parce que l'Empire romain a récupéré la grande majorité des divinités et des entités grecques, mais il y en avait déjà dans l'Empire romain et donc des fois ça s'est mélangé et ça a donné naissance à de nouvelles divinités ou de nouveaux daimons, des démons au sens gréco-romain du terme, c'est-à-dire des esprits désincarnés mais dont on perçoit les actions. Et le faune c'en était un. Et c'était à la fois basé sur le satire et basé sur une entité, une divinité romaine qui existait déjà. Et c'est pour ça que les deux se mélangent. Ah, ça explique des choses. Et oui, Puis, oui, oui, je veux juste finir la saga de Pan et de ses échecs amoureux. Il y a quand même eu quelques réussites, on va le dire. Donc, entre autres, avec Euphénée, il a eu un fils qui est devenu la constellation du Sagittaire. ah ouais, Ouais, ah, ouais, c'est pas ouais, pire pas ça. peu pantoute. C'est pas pire. Il y a eu, au moins ça a marché quelques fois. C'est pas juste reviré de bord toute sa vie, pour petit. Donc, ouais. Il faut dire le dieu de la fertilité et de la nature. J'ai voulu voir qu'est-ce qui se faisait ailleurs dans le monde. Et si on cherche dans les divinités de la fertilité, c'est presque toutes des femmes. C'est presque universellement des femmes. Ce sont presque toujours des déesses de la fertilité. Il y a quelques exceptions. Il y a quelques dieux de la fertilité, quelques hommes, quelques dieux, des fois hermaphrodites. Mais généralement, quand c'est des hommes, c'est étonnant à quel point ça ressemble beaucoup à des satyres. Alors, j'ai quelques exemples de OK. partout dans le monde. Par exemple, en Égypte, le dieu Min était le dieu de la fertilité, de la sexualité masculine et aussi, bizarrement, de la laitue. C'était spécifiquement son aliment. Wow, OK. Et Non, si mais vous, j'adore ça quand il y a quelque chose que c'est sûr que dans le contexte de l'époque, c'était logique, là, mais nous, on Oui, fait. parce que c'était une des rares choses qui poussait sur les bords du Nil, et donc c'était une culture Ah, particulièrement prisée, mais c'était peut-être aussi, aphrodisiaque, la laitue, pour eux. ben, c'est sûr que entre manger, c'est sûr que si vous avez l'occasion de manger de la laitue quand il n'y en a pas d'habitude, ça devient un turn-on immédiatement. Vous ne regarderez plus jamais votre iceberg de la même manière. Euh, mais ce qui est particulier avec Min, et la raison pour laquelle je l'associe au satire, c'est que lorsqu'on le représente tout en hiéroglyphe, c'est tout en profil, ben, il vient lui aussi avec son énorme érection qui dépasse de sa toge. Vous ne pouvez pas le rater. Il est représenté toujours avec un énorme priapisme. D'ailleurs, le dieu Priapus, qui est lui aussi un dieu grec, et lui, on l'a tout simplement, je ne sais pas s'il rentre dans les satires, mais il devrait parce qu'il remplit une grande majorité des fonctions. Entre autres, lui, c'est le dieu littéralement du membre masculin. Genre, Oh. c'est le OG. Euh, et, et aussi de l'agriculture. Semblerait que les deux soient assez en lien. Ah, ben la fertilité et l'agriculture, c'est souvent mis ensemble. Généralement, oui. Ça arrive souvent. Et d'ailleurs, un autre dieu de l'agriculture et de la paternité, mais qui bizarrement est un dieu hermaphrodite, aux Philippines, c'est le dieu Lakapati. Lakapati qui est le dieu qui règne sur la paternité, sur l'agriculture, sur l'élevage des animaux. Euh, et aussi aux Philippines, il y a le géant Kukarog, qui n'est pas vraiment un dieu de la fertilité, mais je l'ai quand même mentionné parce que lui aussi, il vient avec sa particularité d'avoir été avalé par la mer et ne plus avoir que son membre qui dépasse et qui est une roche qui existe encore dans les Philippines. Oh, OK. À Hawaï, le dieu Lono.
c'est le dieu de la pluie, encore une fois de la fertilité et de la musique. Tiens, tiens, qui joue de la flûte. On raconte que ce dieu-là est le dieu qui aurait été invoqué lorsque le capitaine James Cook est arrivé à Hawaï. Les gens pensaient que c'était lui. Supposément que James Cook jouait de la flûte et que c'est comme ça qu'il a été confondu avec ce dieu-là. C'est ce que raconte la légende. Même chose, Kokopelli, qui est un dieu qui était vénéré dans les tribus autochtones du Mexique, qui est un dieu hirsute, encore une fois associé à la fertilité, encore une fois un joueur de flûte. Mais celui-là, il avait vraiment aucun contact possible avec les Européens. C'était vraiment un pur... ils ont été créés en même temps, à peu près, et en parallèle. D'ailleurs, il y a certaines... vous savez, dans les lignes... je pense qu'on appelle ça des pétroglyphes, les espèces de grandes fresques qui sont faites à même le sol. Les aéroglyphes. Merci. Les C'est aéroglyphes. ce qu'on peut voir du haut des airs. C'est ça. Eh bien, il y en a quelques-unes qui représentent Kokopelli. Et donc, c'est un dieu qui était déjà, sur place avant l'arrivée des Européens. Plus près de nous, au Maryland, aux États-Unis, est-ce que tu as entendu parler de Goatman? Non, pas du tout. Goatman, c'est une légende urbaine. C'est quelque chose qui nous vient un personnage qui nous viendrait de la région, justement, du Maryland, non loin d'une base militaire où, selon les dires, il y aurait eu quelques expériences génétiques. Et on a retrouvé une espèce d'abri de fortune dans la forêt avec plusieurs chiens morts et un graffiti qui disait Goatman was here. Et depuis, la légende de l'homme chèvre, Goatman, qui erre à quelque part aux États-Unis, est revenu. Et il ressemble, selon les gens qui disent l'avoir aperçu, étrangement à un satyre ou un faune. Ah, c'est donc bien le fun de savoir que cet esprit-là est partout dans toutes les cultures. Et il revient sans cesse. Ouais. Parce qu'il n'y a pas juste les jambes de chèvre et le membre disproportionné du satyre qui revient. Il y a quelque chose dont j'aimerais parler dans le segment. Science. Oui, j'ai pas trouvé grand-chose dans la science de mon côté, là, donc moi j'ai que t'as quelque chose. J'ai trouvé quelque chose. En rétrospective, on aurait peut-être dû parler de la science du vin, puisque le vin lui-même explique pas mal d'affaires à propos du satire. Mais je voulais parler de la satire, le phénomène, le type d'humour qu'on appelle la satire. Premièrement, Sabrina, tu l'as dit au début, la satire provient du satire, c'est vraiment lié. Et c'est lié par le théâtre. Oui, d'ailleurs, les acteurs souvent s'habillaient en satire pour faire des sketchs dans la rue, genre théâtre de rue, là. Et non seulement ça, mais c'était un type de pièce officielle en Grèce. C'était les satires. Et je vais en parler un peu plus dans le segment culture. Il nous reste une pièce qui a été écrite de ça qui s'appelle le Cyclops et qui est une parodie des aventures d'Ulysse. Oh, wow! Mais avec des satires. Et c'est toujours le même principe, semble-t-il. C'est que dans une pièce satirique, dans une satire, on prend une histoire classique, une tragédie grecque, et on met des satires et ça fout le bordel. Dans le but de la rendre comique, j'imagine. Dans le but de la rendre comique. OK. Et aussi dans le but de souligner son ridicule. Parce que c'est ça la satire. Alors, je suis allé chercher quelques petites classes en ligne et quelques petits journaux scientifiques qui parlent de l'importance de la satire et de la comédie satirique. Alors, comment tu définirais la satire? Qu'est-ce que c'est comme type d'humour, ça? Moi, je le vois comme une parodie, en fait. Donc, on prend quelque chose et on en rit. C'est une parodie, c'est vrai, mais la satire a une fonction vraiment spécifique.
c'est que c'est une parodie de quelque chose dont on ne peut pas rire. Euh, Ah, donc c'est tabou. c'est en fait la fonction sociologique de la satire, c'est ça, c'est de pouvoir aborder les tabous, aborder les choses qui sont soit saintes ou littéralement tabous, là, religieusement tabous, on ne peut pas en parler, soit liées à la classe dirigeante, le roi, l'empereur, les dieux. Je viens de parler de la religion, mais chez les Grecs, ça se mélange. Et donc, les satires, c'était ça. C'était, ils sont sous, ils sont loud, ils sont too much. Et donc, on ne peut pas vraiment les contrôler. Et dès qu'on les met en scène, ils permettent de rire de quelque chose dont on ne peut pas rire. Et il y a un cours que j'ai trouvé sur School Move, qui est un site de cours en ligne qui nous vient de France et qui dit ceci: La satire est une œuvre critique dans laquelle l'auteur pointe du doigt les ridicules de son temps. Elle peut avoir une visée comique, mais aussi didactique. Ainsi, l'auteur peut provoquer le rire tout en instruisant son lecteur. Cependant, la satire peut également être une arme puissante car elle dénonce de manière violente. Et c'est pour ça que je me suis intéressé au phénomène de la satire et de ses représentations à travers les époques. Euh, j'ai dit que ça commençait avec le théâtre, mais ça s'est poursuivi aussi avec le théâtre. Parce que si tu suis la culture, peut-être. En fait, si tu suis les films de Disney, tu es probablement familière avec la Fête des Fous en Oui. France. Alors, la Fête des Fous, c'était quoi? Premièrement, c'était entièrement organisé par l'Église. Euh, L'Église qui avait d'ailleurs repris l'image du satyre et l'avait associée à celle du diable. Parce que comment ne pas le faire? Le diable, le satyre, c'était la tentation, c'était Ah, l'orgiaque, oui, oui, oui. l'incontrôlable. C'était le bonheur et l'abus du bonheur, des bonnes choses, si on veut. Donc, c'est la faute des païens. C'est là pour des païens. Mhm. Et donc, l'image du diable a été accolée aux pattes de bouc, aux Oui. cornes, et bien sûr à la lubricité, au lubrique de la chose. Et il faut savoir que on en a parlé dans notre épisode sur le diable d'ailleurs, les pièces de Mhm. théâtre qui mettaient en scène le diable étaient elles-mêmes des pièces parodiques. On ne voulait pas faire peur aux gens, on voulait faire rire les gens. Le diable était là pour se faire botter les fesses à la fin par Jésus Ouais. ou quelque chose. Et donc, l'image du satyre est restée. Et la fête des fous a été organisée par l'Église dans le but un peu d'encadrer ça, parce que c'était la période, on voulait que les gens évacuent leur fou, évacuent aussi leur colère. Parce que des fois, les gens étaient fâchés contre l'Église, les gens étaient fâchés contre le roi, et on avait besoin que pendant quelques temps, soit le 26, 27 et 28 décembre, si tu suis le compte, tu vas te rendre compte que ça ne nous amène pas loin de la fête du jour de l'an. Et il y a une raison pourquoi la fête du jour de l'an, on l'échappe. Ah ouais, c'était pour C'était ça, un peu changer les idées du peuple, là, si on c'était veut. pour se changer les idées, voilà. Et c'était pour permettre au peuple, pour donner un espace au peuple pour qui euh, crie et rit et s'enivre et ainsi laisse libre cours à sa colère et lui laisser un espace de liberté. Parce que le rire, c'est essentiellement un pouvoir qu'on ne peut pas nous prendre. Et donc, c'est le dernier pouvoir qu'il reste aux opprimés. Et Oh, wow. on avait besoin, et c'est dans le cours que je regardais, c'est donc à ça que sert la satire, à conférer un pouvoir à ceux qui n'en ont pas, face aux puissants, face aux sacrés, face à tout ça. Si on peut rire, on a un certain ascendant sur ça. Et voilà, ça c'était ma brève section sur la satire. Mais c'est excellent, merci. Merci beaucoup. Et maintenant, on passe à la vision culture. Oui, culture. La culture. Eh oui, la Euh, culture, on peut beaucoup de parler choses.
Oui, on peut-tu parler de quelques satires célèbres? On peut, je veux juste finir à propos du théâtre, des satires au théâtre. Vous devez savoir que dans les pièces qu'on appelait les satires, la dernière qui reste, c'est, comme je disais, c'est le Cyclope d'Euripide. Il y a un chœur de satire. Vous savez que dans le théâtre grec, il y a généralement des chœurs grecs. C'est comme ça qu'on associe le théâtre. C'est ce qu'on associe le plus souvent au théâtre. Quand on fait du théâtre grec, il y a une gang de monde en arrière qui sont là, qui chantent, qui commentent l'action. Mais dans les satires, les théâtres satiriques, c'est tous des satires et plus la pièce avance, plus ils sont sous. Alors, ça devient cacophonique très, très rapidement. Et dans la pièce, le Cyclope, qui met en scène Silénos lui-même, et sa gang de satyres, qui sont tous pognés à la même place qu'Ulysse avec le Cyclope. Et Ulysse essaye tant bien que mal de, comme dans le récit original d'Homère, de prendre le Cyclope de ruse, mais ça marche pas parce que les satyres foutent tout en l'air. Et finalement, tout le monde finit sous. Et à la fin, Ulysse va être obligé de sauver Silénos qui a réussi à saouler le Cyclope et qui va lui-même s'aguicher de Silénos. Et là, Ulysse doit aller le sauver. Euh, Wow. et c'est exactement ça qui se passe dans la pièce. Aïe, Euh, aïe. donc ça, c'est une des représentations des satires les plus anciennes qui existent. Et après, il faut aller au premier siècle après Jésus-Christ. Certains disent le deuxième, certains disent le onzième. C'est pas clair pour retrouver le livre Satyricon, qui est une de Petronius par l'auteur romain Petronius, qui était à la fois une parodie et un hommage à l'œuvre grecque dans son ensemble, au type d'œuvre qu'on retrouve en Grèce. C'était une parodie parce qu'à cette époque, l'œuvre grecque, c'était considéré comme la meilleure écriture qu'il n'ait jamais eue. Et là, fallait lui couper l'herbe sous le pied un peu, mais en même temps, il fallait lui rendre hommage. Et après ça, ben, vous devinez que quand on arrive au tournant du 19e, 20e siècle et que là, l'image du satyre est vraiment rendue mêlée à celle du faune, alors là, on en retrouve dans bien d'autres places. Alors, qu'est-ce que tu as comme faune ou Oh, satyre moi, j'ai célèbre? que des trucs très récents, en fait. J'ai cherché vraiment dans l'actuel, qu'est-ce qu'on avait. Allons-y. Alors, oui, ben, c'est très, très récent, là. On est dans le cinéma, là. Et dans les lectures fantastiques, parce que le satyre, maintenant, le faune, comme c'est un être qui est beaucoup plus perçu comme un être gentil et près de la nature, euh, il y en a quand même plusieurs, notamment, j'ai mentionné tantôt Philoctète, donc dans Disney, dans Hercule. Mhm. On a Monsieur Tumus dans Narnia. Ben, Monsieur Sumnus, il y a quand même presque 100 ans maintenant. Narnia, Oui, ça a été écrit oui, quand c'est même dans vrai, les oui, années oui. 30. J'ai parlé des films, mais c'est vrai que les Mm. films découlent des livres, tout à fait. Donc, Monsieur Tumus, Grover dans Percy Jackson aussi. Oui. Et le faune dans le labyrinthe de Pan, je suis pas certaine de son nom, Ce parce serait qu'il y a techniquement plusieurs. Pan, parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut prendre ce nom-là dans Ouais, le c'est mais film. dans le wiki du labyrinthe de Pan, il parle de Nigel. Je sais pas si c'est vraiment ça. Oh, Euh, wow! En tout cas, aussi connu sous le nom de Nigel, un truc comme ça. Fait que j'étais comme, je me semble, je suis pas certaine, mais c'est quand même le wiki du labyrinthe de Pan du film, là, du Fait que fandom. Donc, c'est un peu je, proche des sources. je ne sais pas. Mais dans tous les cas, puis il y avait genre Pale Man aussi, là, l'homme pâle, il y avait une autre appellation, mais bon, bref, le fond du labyrinthe de Pan reste, je crois, une des plus belles représentations de cette espèce-là au cinéma. Oui. Non négligeable de le mentionner. C'était vraiment magnifique, qui a été réalisé par Guillermo del Toro, donc on le connaît Ça. quand même très bien pour ses univers assez éclatés. Et ces créatures de plus en plus inquiétantes. Et oui, c'est absolument pas pour enfants. Donc, Et non, contrairement à ce que l'on pourrait croire, cela ne l'est pas. euh, Et des fois, on le non, mais découvre trop tard. oui, parce Mm. qu'en fait, le film au Québec a été marketé, au Canada, a été marketé comme un Narnia, justement. Donc, le poster, c'était un poster d'une petite fille qui sort d'un arbre. On s'attendait à un Alice au Pays des Merveilles, là. Moi, quand je suis allée voir au cinéma, je savais pas du tout ce que j'allais voir. Tandis que le poster américain, on voit le fameux ogre avec les yeux dans les mains. Donc, ça a plus l'air d'un poster de Resident Evil. C'est assez clair. Tu vas pas, tu t'attends à une déchéance, c'est tôt ou tard. Alors, Effectivement. ouais, fait que faites attention à,
au poster de film. Voilà. Oui, et au marketing qui peut être confondant. Absolument. Ah oui. Des faunes et des satires, on en a plusieurs dans la littérature. On en a au cinéma, comme tu l'as dit, beaucoup. Il y en apparaissent dans des petits faunes qui apparaissent dans le Fantasia de Disney. Oui. Euh, il y en a dans l'œuvre d'Umberto Eco, dans Baudolino. On en retrouve dans à peu près tout ce qui a traité de près ou de loin de la mythologie grecque. Dans God of War, dans Warcraft pour les jeux vidéo. Absolument. Euh, il n'y en a pas dans le jeu vidéo Hades que j'aurais absolument recommandé, Ah, c'est clair. mais Oui, parce que très, très bon jeu. il n'y en a absolument C'est pas et ça me vrai. désole. Euh, Ah. les, parmi les autres endroits où on aborde le satire, bon, pas directement, mais c'est quand même le titre d'un film porno qui a gagné des prix avec Oh mon Jenna Dieu. Jameson, que c'est très, très, très approprié. Ah, C'est, quand même. c'est à la fois le mot satyricon, donc le même titre que le livre de Petronius, est à la fois un film de Federico Fellini et un band de death metal dont Satyr est le chanteur principal. Donc, c'est ça, c'est utilisé encore une fois pour son aspect un peu lubrique, un peu inquiétant. Le film de Fellini, c'est une grande fresque surréaliste. Il y en a, donc des satires, il y en a un peu partout, en voulez-vous, en v'là. Euh, OK, moi j'ai une recommandation qui est encore une fois un peu champ gauche. Écoute, Est-ce moi, ça va être très random aussi. Allons-y. Ah, OK. Est-ce que Vas-y, tu veux vas-y. commencer? OK. Pas pour le personnage du satyre, mais pour l'esprit du satyre, je vous recommande le livre et ou le film Le nom de la rose. Pourquoi? Parce que l'enjeu du film, c'est la satire. C'est pas un film satirique, quoique si vous interrogez l'auteur initial, Umberto Eco, il va vous dire j'ai écrit ce livre-là parce que je voulais pitcher un prêtre en bas d'une série d'escalier. Mais c'est une œuvre très, très sérieuse. Le film de Jean-Jacques Hano avec Sean Connery et Christian Slater, euh, ça se passe, c'est une enquête dans un monastère autour d'un livre satirique et des gens qui meurent en le lisant. Et donc, je veux vous confier ça parce que ce que je vous disais tout à l'heure à propos de l'utilité, la fonction humaine de la satire, c'est au cœur de ce film-là et de ce livre-là. Oh. Ah, mais moi, je trouve ça très intéressant comme Donc, suggestion. une suggestion pour l'esprit du satire, pas tant pour Ben, la ça me va tout à lubricité. fait, parce qu'on s'entend qu'on n'a pas tant d'œuvres. Si vous en connaissez, mettez-nous ça en commentaire. Je suis vraiment intriguée. Mais il n'y en a pas tant que ça. Mettons qu'on voudrait choisir quelque chose de précis. On voudrait Euh, présenter à notre mère, mettons. Ben, c'est ça. Alors, moi, je vais un peu aller dans l'esprit de notre campus, c'est-à-dire, je vais vous proposer une expérience en vrai. Hmm. Si vous avez la chance, bien sûr, je vous encourage à aller suivre le Jardin mythologique. Ils ont je crois qu'ils ont un site web et une page Facebook. Le Jardin mythologique, en fait, leur objectif, c'est de rendre vivant des créatures de la mythologie de toutes sortes. Alors, ils ont une sirène, ils ont une harpie, un dragon, un gnome qui compte des histoires. Et c'est des acteurs, donc des personnages, des comédiens qui vont être dans ces personnages-là et ils vont Ils se sont promener. où? Ils sont où? Ils sont majoritairement dans la ville de Québec parce que les créateurs de ce beau projet-là, Luc Clermont et Tommy Bélanger, je vous salue si vous écoutez l'émission. Euh, et ils ont créé ça de Québec. C'est parti d'une gang de GN avec des costumes chouettes, bien motivés. Ils ont décidé de, par la suite, en faire un produit d'animation ambulatoire, donc de théâtre de rue. Et c'est vraiment un produit excellent parce que si vous avez des enfants et tout ça, même les adultes, là, je veux dire, c'est des grands-enfants, vous allez pouvoir rencontrer des personnages qui ont vraiment l'air tout droit sortis de la mythologie et ils ont un satire. Et je considère que ce personnage-là est un des plus beaux personnages de théâtre de rue que j'ai vu. Il a vraiment les pattes, les sabots, les cornes, la barbichette, tout, les grandes oreilles. Et vraiment, je ne peux pas m'empêcher de trouver que ce personnage-là est un emblème du satire, du fond du moins. Peut-être plus que le satire, parce qu'il est
il joue un petit peu lubrique, mais pas tant. C'est plus pour faire des clins d'œil aux parents pendant qu'ils animent les enfants. Là. Mais il sait très bien séparer les deux. Donc, c'est vraiment tout public. Et je trouve que c'est un beau personnage fictif et réel à la fois, de rencontrer ce personnage-là dans les bois, mettons, au Festival celtique de Québec, parce que tu t'en vas au Festival celtique, puis qu'il y a un parcours dans le bois, puis il est là. Alors, je vais suggérer le Jardin mythologique pour les gens qui pourraient vouloir voir un satyre de leurs yeux vus ou voir d'autres créatures mythologiques, parce que c'est vraiment un très beau projet qui est très vivant. Puis ils se promènent, des fois, ils sont à Montréal, des fois, ils sont à plusieurs endroits, là, mais je ne saurais vous dire quand et où. Il faut les suivre pour ça. Alors, on les Voilà. suit, le jardin mythologique, je suppose qu'ils sont suivables sur les internets. Ils ont une page Facebook et je pense qu'ils ont un site web, je ne suis pas certaine, mais ça On va vaut la peine mettre quand les même de jeter liens un œil. dans le doobly-doo si on les trouve. Alors, Voilà. Sabrina, voilà, c'est lancé. 2023 commence sous l'égide des premiers monstres. Et on a fait le mois de février, le mois de l'amour. Mais le prochain mois sera tout aussi imbibé de boissons, j'ai l'impression, Oui, parce que très festif. festif, car nous célébrerons la Saint-Patrick à l'aide de notre personnage préféré du folklore irlandais, avec qui Le on va faire farfadet. le farfadet. J'ai hâte. Oui, donc ça va être Alors, on se revoit au mois de mars à la pleine lune. Yes, merci Simon.